Est-ce que vous voulez, si vous avez des choses que vous souhaitez savoir sur Sun, auxquelles on pourrait répondre, donc des questions qui vous tiennent à cœur au niveau du programme de développement, au niveau de Sun, la société en elle-même, Jean-Michel va venir attraper un micro et donc je vais vous demander de lever la main si vous avez des questions à poser. Sur ce que j'ai raconté. Alors, si je ne vois pas de me lever, je suis obligé de supposer que c'est parfaitement clair et limpide, ou que tout le monde dort. Mais j'ai vu du café là. Une main. Je voulais juste poser une question, parce que j'ai lu un petit article, un petit entrefilet sur le jour, sur Sonaray, sur quelque chose qui serait un concurrent potentiel du développement du MIT à $100 pour une boîte de développement. Ça m'intéresse. Donc vous me parlez de Sunray. D'accord. Alors, le Sunray, c'est un produit Sun, dont je vais pas parler d'ailleurs, qui va situer en fait au niveau du desktop, dans la base de la pyramide. Ne cherche pas à être en remplacement du PC à $100, tel que l'ont conçu un certain nombre de sociétés, dont le MIT qui a fait un travail fantastique là-dessus. Le PC à $100, c'est une machine autonome, donc c'est un personal computer, et donc une machine que les gens vont pouvoir avoir avec eux en permanence, faire tourner leurs applications dessus. Donc ça se veut être sur le modèle Fat Client, on installe son système d'exploitation, ses applications. Quand on crache la machine, on peut ses données. Mais l'avantage, c'est qu'on a tout avec soi. Comme le portable là-bas, c'est pratique quand on est dans un avion. Le principe du Sunray, c'est un terminal en réseau. En fait, architecturalement parlant, c'est un frame buffer, donc c'est un display en réseau, tel que vous pouvez l'imaginer avec les bonnes vieilles VT100 ou avec les bons vieux terminaux X. En fait, c'est un peu le même modèle. On va avoir un terminal qui va être connecté sur un serveur de terminaux et qui va donc proposer une fenêtre, une vision de l'environnement de travail sur ce poste de travail. Alors, le Sunray va un peu plus loin qu'un terminal parce qu'il a un clavier, souris, prise USB, audio, une carte périphérique d'acquisition vidéo. On peut brancher des disques durs USB dessus, ça marche très bien. C'est un peu compliqué, mais ça marche. Donc, ça va un peu plus loin qu'en fait le terminal X ou la VT100, même beaucoup plus loin. Ça a surtout quelque chose de très intéressant, c'est que la session sur un Sunray, en fait, elle n'est pas sur le Sunray, elle est sur le serveur. Et donc, le principe, c'est qu'on va pouvoir se connecter sur son Sunray, s'authentifier avec une carte à puce. En fait, nous, chez Sun, on a des Sunray partout. On a des cartes à puce tout à fait standards. Quand on met la carte à puce dans le Sunray, on va se connecter pour la première fois. Login, password, je connais sa session, on va faire ses têtes au travail. On débranche la carte à puce. On va pouvoir bouger sur un autre terminal, remettre la Sunray, la carte à puce dans la Sunray, et on va retrouver sa session exactement là où on l'avait laissée. Si elle était en caps lock, elle est de nouveau en caps lock. Si elle était en shift, c'est shift. Si elle était en new block, c'est en new block, etc. Donc la session reste sur le serveur et reste intacte en fait. Le Sunray ne sert que de point d'accès à cette session-là. Contrairement au terminal X, quand on arrête le terminal X, toute la session X tombe, les applications sont fermées, etc. Et sur une VT100, c'est pas beaucoup mieux non plus, et surtout on n'a pas la mobilité sur une VT100. Alors avec un serveur de Sunray, on fait d'autres choses. On peut faire la migration de session de serveur à serveur, on peut faire du Sunray à l'origine. Le Sunray, c'était pour tourner sur des réseaux 100 mégabits minimum. Aujourd'hui, on fait tourner du Sunray sur des réseaux à faible bande passante. Donc on a maintenant des gens qui font tourner des Sunray chez eux. D'ailleurs, il y a des DSL à 1 mégabit, et ça a une performance tout à fait acceptable. On a des sessions, moi je sais quand j'ai ma session qui est à Genève, sur un serveur qui est à Genève, et quand je suis aux États-Unis, en Californie, je retrouve la même session. Je prends ma carte, je vais dans la Sunray là-bas, ça prend un peu de temps avant que je retrouve à travers tous les serveurs Sunray de Sun, lequel héberge la session. Et puis une fois qu'elle a trouvé le serveur Sunray qui héberge la session, clac, on va envoyer sur le terminal où je suis, et le serveur qui est à Genève, il est sur une ligne à 2 mégabits. C'est pas une ligne de performance. Et ça reste tout à fait acceptable comme type de performance.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, avec cette carte à puce, partout où je vais sur une des sonneries qui est connectée sur la nébuleuse de serveur sonnerie de l'entreprise, je vais récupérer la session. Alors ça, l'intérêt est principalement dans un monde de l'entreprise. Hein. On peut imaginer par exemple des sonneries qui sont sur un comptoir dans une banque, et vous avez le terminal qui tombe en panne. Et bien, dans le cadre habituel, en fait, le PC, c'est une machine sous Windows XP, ou LT, ou PS, ou F2, plus encore. Il fallait enlever le PC, réinstaller un nouveau PC, le reconfigurer, remettre les données dessus, le réinstaller, ça peut prendre quelques heures. Là, on prend une sonnerie vierge, on la remet à la place. Les sonneries sont toutes vierges, j'ai pas de session dessus, rien. On branche une autre sonnerie à la place, on la démarre, on met la carte à puce, et tac, on met sa session le met. Le temps total, pour l'avoir fait, 30 secondes. Le sonnerie, c'est pas quelque chose qui va coûter moins de $100, ça coûte à peu près $500. C'est pas l'optique de prix. Mais bon, ça a un certain nombre d'avantages. Moi, je rêve de voir, par exemple, un ISP qui proposerait à ses clients qui n'ont pas de besoins lourds en informatique, mais qui veulent faire juste du web ou du mail, d'avoir des sonneries chez eux. Donc, avec l'abonnement Internet, on a une sonnerie low bandwidth à la maison. On met sa carte, on sort dessus, et puis, quand on va dans un cybercafé, on joue sa carte, on la plante dans la sonnerie du cybercafé de cet opérateur, et on a exactement son environnement qu'on avait à la maison. Et quand on est dans une business lounge à l'aéroport, on met sa carte, on a exactement le même environnement. Et quand on va chez ses parents ou chez ses amis, même chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire avec des sonneries, mais c'est pas du tout enfin, vous voyez, c'est pas du tout le même genre de choses qu'on propose, qui est proposé avec le PC à $100. Et un autre avantage du sonnerie, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur dedans. Vous avez un transfo, un câble, et ensuite un boîtier complètement passif, qui est complètement statique, pas de ventilateur, toute pièce mobile à l'intérieur. Le seul truc qui bouge, c'est les doigts sur le clavier. La carte à puce, c'est la membrane du ventilateur, comme ça fait la membrane de haut-parleur qui fait une puce. Bonjour. Je souhaiterais avoir quelques informations sur vos activités et la répartition géographique particulièrement. Qu'est-ce que vous faites en Europe, en France, et quid du centre de recherche de R&D européen qui était destiné à être à Grenoble à l'époque? Alors, en fait, on a plus du tiers, malheureusement, plus du tiers de l'activité de Sun commerciale est en Europe. La dernière fois que j'ai eu les chiffres, c'était 38%. Donc, on fait beaucoup de choses en Europe. On a en fait un certain nombre de centres névralgiques, on va dire. On a un centre logistique en Hollande. On a des usines d'assemblage qui sont en Écosse, si je me souviens bien. On a, depuis un an et demi, on a une offre de managed services, donc on est capable d'aller administrer, gérer, installer d'abord, mais administrer et gérer ensuite le parc informatique de nos bons clients, comme Vodafone en Espagne par exemple. Et on gère à distance depuis un centre d'opération, ce qu'on appelle un Network Operation Center, un NOC. On a aujourd'hui 2 NOC sur la planète. Il y en a un qui est à côté de Washington DC, et il y en a un autre qui est en Écosse, sachant qu'on est en train de travailler pour mettre en place un en Asie-Pacifique, de façon à couvrir les 3 grandes zones d'activité de Sun sur la planète. Donc, dans le cas par exemple, des managed services, on est à égalité entre l'Europe et les États-Unis. On a toujours des équipes de développement à Grenoble, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de Grenoble travaillent toujours d'ailleurs, je parle le nom là-bas, sur des protocoles réseau. À l'époque, ils développaient tout ce qui était des produits du 6.2, X25, et enfin, bref, des produits qui sont maintenant un petit peu en voie d'extinction. Et il y a toujours du développement qui se fait là-bas. C'est plus un grand centre de recherche comme on peut rêver. On avait aussi pas mal d'activités à Rennes. Voilà, on a moins. Ça bouge, ça fluctue. Moi, quand je suis arrivé à Genève, on avait un énorme centre un énorme customer briefing center. Maintenant, il est à Viguela. Donc, il apparaît. Vous allez voir, pour ceux qui vont à Viguela, on a une infrastructure, on a un centre de benchmark, on a des web machines. Vous pouvez utiliser d'ailleurs, ça fait partie des services que propose nos partenaires. Quand vous avez besoin de benchmarker des applications, à Viguela, on a de quoi faire. Quand vous avez besoin de faire des proof of concept pour le client, de mettre en place une infrastructure avec du failover, avec une base de données orale, avec ce que vous voulez, on peut le faire. Ça se fait à Viguela pour la France, pour le général. Ça se fait à Viguela.
On a des salles de réunion, vous verrez sur le détail. Donc en fait, ça migre un petit peu. Voilà. Il y a un peu moins de choses à Global, il y a toujours de l'activité, et elle va y rester pour l'instant. Et puis, il y a des choses à Paris qui sont faites depuis un peu avant. Oui, bonjour. Récemment, SAN a mis à disposition gratuitement de l'ensemble de communautés Java certains produits, en particulier IDE de développement au sein de Java Creator 2. Donc, je voulais savoir la politique ou la vision de SAN à long terme. Est-ce que, en particulier par exemple, ce IDE, est-ce qu'il y aura des évolutions et un restaurant gratuit pour la communauté ou il sera un IDE de base gratuit et il y aura des plugins qui seront payantes Alors, en fait, la réponse que j'aimerais vous donner, je vais en partie la donner dans la présentation d'après, parce qu'elle est liée à la stratégie open source. Donc, vous aurez cette réponse. Et si je ne mentionne pas spécifiquement le produit qui vous intéresse dans la présentation d'après, je sais que je parle d'un certain nombre de produits, mais la réponse générale est ça va rester gratuit. En fait, ça va rester gratuit parce que notre stratégie, elle est liée à notre stratégie open source, c'est d'avoir de plus en plus de produits logiciels gratuits, parce que le revenu qu'on va faire, le chiffre d'affaires qu'on fait autour de ces produits, n'est pas lié à la vente du produit, mais plutôt à l'utilisation du produit et surtout, dans le cadre d'une utilisation en entreprise, au support qu'on a besoin autour d'un produit. Typiquement, j'ai parlé de choses que je vais raconter tout à l'heure, mais typiquement, acheter un produit, c'est quelque chose qui quand même pas mal du passé. On prend le produit dont on a besoin, mais de façon à faire une utilisation en environnement de mission critique, on ne peut pas se permettre d'avoir une interruption parce que quelque chose ne fonctionne pas comme on s'attendait, parce qu'il y a un bug, parce qu'on a un problème de compréhension du produit. Donc en général, les grandes entreprises de grands comptes ont systématiquement des contrats de maintenance, des contrats de support, de la formation. Et en fait, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on répartit la façon dont on va gérer notre flux de revenu de nos produits, plus vers la partie support, formation, installation, service, etc., et moins vers la partie acquisition du produit. L'idée étant que finalement, c'est toujours un peu énervant de se dire je vais acheter un produit, on se rend compte qu'après, on l'aime pas. Et même si on pense que nos produits sont très bons, il y a quand même des gens qui ne vont pas les aimer, donc ils vont trouver qu'il y a un produit qui fait un truc critique pour eux, un petit peu mieux que nous. Par contre, on fait quelque chose qui est mieux pour un autre aspect. Donc, on dit aux gens, ben voilà, prenez ce que vous voulez, c'est sûr. Tous nos produits logiciels aujourd'hui, quasiment, sont téléchargeables gratuitement. Aujourd'hui, quand je disais que ça, c'est de plus en plus intégré avec ça. Vous allez voir sortir des CD, qui sont non plus des CD, mais des DVD, qui intégreront Solaris et tout la stack JES, donc Java Enterprise System, les outils de Lenovo et compagnie. Tout ça sur un DVD qui sera disponible pour le prix du DVD, c'est-à-dire une dizaine d'euros, quelque comme ça, j'imagine. Et dans lesquels vous avez toute la bande passante qui va bien téléchargeable de toute manière. Donc le but c'est, vous prenez les outils gratuitement, et quand vous avez besoin d'une relation un peu plus serrée avec Sun, parce que vous avez besoin de support, de maintenance, de formation, etc., de service, vous allez le voir et on va parler à ce moment-là un jour. Et ça se fera sans doute au moment où ça sera un peu plus confortable pour vous. C'est jamais drôle de devoir payer à l'avance un produit quand le revenu qu'on va faire avec se situera dans 6 mois, après 6 mois de développement, quelque chose comme ça. Alors pour nous, c'est un peu plus difficile à gérer, évidemment. Au niveau finance, il faut planifier de façon un petit peu différente. Mais le résultat final, il est pas mal. En fait, on pense que, et on constate, j'ai quelques graphiques qui montreront tout à l'heure, que ça marche assez bien pour fidéliser le client. Évidemment, ça ne marche pas tout à fait de la même façon pour le hardware, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner une machine parce qu'elle nous a coûté vraiment d'argent à faire, alors que le logiciel a dupliqué un CD, ça coûte rien. Un téléchargement, ça nous coûte rien par rapport en passant. Ceci dit, on fait quand même des efforts aussi au niveau des machines, puisque pour les T2000, donc, qui sont des machines avec la partie T1, on a un programme de try and buy. On vous envoie une machine et puis vous la payez si elle vous plaît. Je ne sais pas si c'est disponible en France. Juliette, Jean-Michel, le try and buy, c'est disponible en France. Voilà, donc c'est disponible en France. Vous voulez essayer un Ultraspark T1 sous la forme d'un serveur T2000, on peut vous en envoyer un.
vous le testez, et s'il ne vous plaît pas, vous nous l'envoyez. En général, on parle plutôt de bons de commande à ce moment-là. Mais c'est des gens qui peuvent le payer. J'attends aussi la réponse un peu plus formelle de la question qui a été posée. Effectivement, c'est intéressant de savoir si Java Sun Studio Creator ne deviendra pas payant d'ici 2 ans quand on aura bien les doigts dedans. Sur la partie stratégique, vous avez dit que Sun se mettait uniquement sur la partie basse et pas du tout sur les 2 parties supérieures. Et comment vous positionnez le produit Sibillon, en plus vous le marquez, donc c'est très bien. Vous la mettez dans la partie basse, c'est un peu étonnant quand même, parce que c'est plutôt une acquisition stratégique qui se trouve dans la partie moyenne, voire plutôt haute. Pas tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Sibillon, c'est un outil que vont utiliser nos partenaires intégrateurs pour construire des infrastructures d'entreprise. Mais nous, c'est une brique d'infrastructure. Après, ce qu'on fait avec, c'est pas notre métier. Nous, on n'est pas, si on est spécialiste d'intégration Sibillon, mais on n'a pas suffisamment de personnes pour le faire et on ne cherche pas à avoir une équipe de professional services qui soit aussi grosse qu'IBM Global Services. C'est pas notre métier. Donc, Sibillon, brique d'infrastructure, en bas dans les common services, dans les shared services. Et par contre, on va avoir déjà d'ailleurs tout un écosystème de gens qui vont développer des outils, des applications orientées des web services et des choses comme ça, donc du SOA, autour des outils de Sibillon. Mais c'est pas notre métier de développer des web services. Notre métier, nous, c'est de développer, de proposer des briques d'infrastructure pour poser et déployer ces web services. C'est bien chez nous. C'est chez ça maintenant. Voilà. Et c'est depuis hier matin dans les bureaux de Vélizy. C'était hier matin, non, pour Michel. Voilà, on a fait une petite cérémonie parce que les gens de Sibillon ont quitté leur locaux, ils sont arrivés dans les locaux. Donc ils sont bien chez nous. Ils sont pas dans la nature. Alors, je devais finir à la demi. Bon, ceci dit, l'avantage, c'est que comme c'est moi qui fais la présentation d'après, je peux me déborder ou raccourcir ou faire une petite note, je fais ce que je veux. Donc, je vais d'abord voir s'il n'y a pas d'autres questions. Si, il y a une autre question. Attendez, on va prendre le micro parce que comme il y a une caméra qui tourne, si on peut avoir la question enregistrée. Il y a 1 an et demi, on a commencé à utiliser les processeurs AMD. Et nos ingénieurs système auraient souhaité qu'on les utilise sur du Solaris x86 et pas sur du Linux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de tools, de chez Sun d'ailleurs, enfin surtout d'ailleurs, chez DEA, chez Oracle, chez Microfocus, etc., qui étaient certifiés sur Solaris x86. Donc, est-ce que vous êtes aujourd'hui sur l'acceptation de ce système d'exploitation chez les outils tiers et les partenaires? Alors, d'abord, ça a été dur au début. Et j'espère qu'il n'y a pas des gens de Pierre chez ceux qui sont là parce que j'ai tendance à être un peu franc dans ce que je raconte. Donc, au début, ça a été dur. Pourquoi? Parce que quand on a sorti Solaris x86 les premières fois, on est arrivé jusqu'à Solaris 8 et puis après on a arrêté. Donc, il y a des gens qui se sont cassés les dents, qui avaient investi du temps sur Solaris x86 et puis qui derrière se sont retrouvés bec dans l'eau avec l'investissement pour rien. Donc, on a pas mal de partenaires qui, quand ils ont vu Sun dire « Ah, on fait un Solaris x86 », ils se sont dit « Ah, ils vont arrêter ». Et donc, on attend. Bon. Ça fait quand même il y a un bout de temps. Ça fait combien de temps que Solaris 10 est sorti? 2 ans? 1 an et demi? 1 an et demi. Moi, je suis pas vraiment Solaris 10 puisque je suis une évolution de Solaris 11. Mais donc, ça fait 1 an et demi que Solaris 10 est sorti. Et on a toute une équipe, en fait, dont à l'époque je suis parti. Jean-Michel fait partie, Juliette Lacoste, de son équipe aussi, fait partie, qui s'occupe de nos partenaires, qui s'occupe de faire en sorte qu'on met à disposition suffisamment d'encouragement. Et ça va d'ailleurs l'occasion pour moi de parler un petit peu très rapidement d'ailleurs, des partenaires de Sun, qui s'appelle le Sun Partner Advantage Programme. On a ce programme-là qui vise à aider nos partenaires et à faire en sorte d'essayer de les convaincre que ça vaut la peine de travailler avec Sun. Le programme, il a plusieurs incarnations. Il a une incarnation développeur individuel, où on
on a un site web avec des ressources, des outils de développement, des forums, des choses comme ça. Il y a un site entreprise qui permet en fait à nos partenaires d'entreprise, d'avoir accès par exemple à des outils d'aide à la vente, au marketing, de faire participer à des événements, des choses comme ça. Donc, on a mis en place un certain nombre de programmes pour essayer d'attirer les partenaires vers de nouvelles plateformes. Et, comme je dis, ça a été long et difficile, mais ça commence à porter ses fruits. Donc, ce qu'on trouve aujourd'hui, en fait, ça se traduit par deux choses. La première, c'est les applications open source. On n'est pas encore revenu au stade où on avait pu l'être il y a de cela 15 ans, quand moi j'ai découvert 15 ans, quand j'ai découvert Sun, où tout l'open source était développé sur Sun, et une grande partie par Sun. Maintenant, tout l'open source est encore développé sur Linux, mais au moins la plupart des produits existent et sont disponibles sur Sun. Et on commence à avoir un certain nombre de packages. Il y a Sunfreeware, il y a Blastwave. J'utilise Blastwave parce que je suis un feignant, donc Blastwave c'est facile, on commande, on a le produit qui installe. Et avec Blastwave, on trouve de tout. On trouve des produits graphiques, genre Gimp, on trouve des serveurs web, on trouve des émulateurs, on trouve à peu près tout. Et donc les produits open source maintenant, s'ils ne sont toujours pas tous de nouveau développés sur Sun, en tout cas, la plupart maintenant sont disponibles déjà portés. Et on n'a plus à se casser la tête à faire le portage sur Sun. Ça arrive encore de temps en temps, mais c'est pas bon. Alors qu'il y a 3-4 ans, je peux dire que dès qu'il fallait installer Game sur Sun, il fallait éviter les failles à la main. Pour ce qui est des produits d'entreprise, donc Oracle, BA et compagnie, là on a fait aussi pas mal d'efforts et on a des partenariats stratégiques avec ces sociétés. Et le but du jeu, c'est d'arriver à ce que l'ensemble de ces acteurs soit disponible sur Sun. Alors, c'est pas toujours facile parce que des fois on a des dépendances. Donc on a des partenaires comme RSA qui font des librairies de crypto, et ces librairies de crypto sont utilisées par un certain nombre de partenaires pour l'établissement de processus SSL, pour le cryptage des données en base, etc. Donc ça prend du temps, parce qu'il faut un effet cascade. Donc là on vient de faire signer RSA le portage des RSA libres sur Solaris X86, ce qui fait que ça va débloquer un certain nombre de choses qui étaient en attente. Et donc voilà. Donc la réponse c'est, et je ne peux pas vous citer des produits spécifiques, je crois qu'Oracle est déjà certifié sur Solaris X86. Thierry hoche la tête vigoureusement, disons oui. Je crois que tu peux rajouter que la semaine dernière, il y avait plus de 1265 applications commerciales qui étaient donc disponibles sur Solaris X64. Voilà, applications commerciales. SAP, enfin, le module SAP, des produits d'Oracle, la plupart des produits Veritas, ce genre de choses. On commence à avoir, alors ça c'est un secteur que je connais parce que c'est celui dont je m'occupais quand j'étais dans l'équipe gestion des partenaires, mais on trouve beaucoup de développeurs qui font des applications de sécurité, qui sont sur Solaris 10 ou qui sont en train de faire leur portage sur Solaris 10. En Suède, on a des gens comme Gaelic Portways qui font des tunnels SSL ou SSH, donc VPN SSL ou SSH. On a des gens comme Apicure en Israël qui font la sécurisation d'applications web, quelque chose qui vient s'intégrer à l'intérieur du kernel, qui vient intercepter les appels de système faits par le serveur web et qui vient regarder si le serveur web n'a pas une idée stupide parce que l'application est partie en vrille, d'ouvrir un fichier à un endroit où il n'est pas censé le faire. Donc, et pour faire ça, Apicure ils utilisent en fait des traces, donc ils viennent directement intercepter les éléments système et bloquer les activités suspicieuses du serveur web, du serveur d'application, etc. Et ça peut pas tourner aussi facilement ailleurs que sur Solaris. Et ça tourne sur Solaris X86 depuis maintenant un mois. Donc, voilà, la réponse c'est oui, ça a été long, et maintenant, il y a l'effet boule de neige qui commence à se ressentir, donc maintenant, il y a des applications commerciales qui vont